Quindi diamo la parola all'economista dell'Università di Parigi, Pascal Salin, grazie, che ha condotto degli studi al riguardo, quindi un'autorevole voce, prego. Je suis désolé de ne pas pouvoir parler votre belle langue, mais heureusement, Carlo Locchieri a la gentillesse de traduire ou de résumer ce que je vais dire. Je tiens d'abord à dire que je suis très heureux d'être ici et je remercie les organisateurs de m'avoir invité parce que j'admire votre enthousiasme pour l'indépendance de la Vénétie et je partage cet enthousiasme. C'est, je crois, un mouvement très important qui est en train de se mettre en place et qui devrait avoir des conséquences importantes en Europe. Alors, il y a peut-être un paradoxe à demander à un Français qui vient d'un pays très centralisé de parler de l'indépendance régionale, mais c'est peut-être justement par réaction contre le centralisme français que je défends cette cause. Parlare la vostra bella lingua, ma sono felice di essere qui a parlare in difesa dell'indipendenza del Veneto. Può sembrare strano che un francese che viene dal paese più centralista, eccetera, parli di indipendenza del Veneto, ma io invece penso che sia importante la vostra indipendenza. Alors, il y a un autre paradoxe, c'est qu'on constate actuellement qu'il y a une tendance en Europe à centraliser le pouvoir, et c'est le but de beaucoup de politiciens, d'avoir une Europe qui est centralisée, où on harmonise les politiques économiques, où on empêche la diversité, et d'un autre côté, nous avons des revendications pour l'autonomie, en Catalogne, en Écosse, en Vénétie, bien sûr. Et là encore, c'est peut-être par réaction, justement, contre le centralisme européen, et c'est par conséquent un phénomène extrêmement important. Sì, c'è un paradosso perché da un lato l'Europa va verso una concentrazione crescente di poteri, ma al tempo stesso ci sono rivendicazioni locali in Catalogna, in Scozia, in Veneto, ma forse non è proprio un paradosso, nel senso che è un po' la conseguenza esattamente di questa tendenza, una reazione, diciamo, contro questo centralismo crescente. Alors, permettez-moi, peut-être avant de parler de ce qui peut être éventuellement fait en Vénétie, permettez-moi d'évoquer un peu les problèmes européens. Il y a en effet deux conceptions, pour résumer, deux conceptions de l'intégration économique européenne. La conception dominante, malheureusement, c'est la conception qui consiste à dire qu'il faut harmoniser, qu'il faut que tous les pays deviennent une seule nation européenne. C'est une conception constructiviste et politique. Le but, c'est l'unification politique de l'Europe. Mais comme je le redirai sans doute, là où l'unification politique avance, la véritable intégration économique recule. Allora, prima di dire quello che si può fare in Veneto, lasciatemi dire qualcosa sull'Europa, perché ci sono due tendenze in Europa. La prima è verso una progressiva centralizzazione, verso un'armonizzazione, e poi cos'è? La fine? Pardon? E cosa vuol dire? La deuxième partie de questo è concetto, no? Je parlerai de l'organisation de ce qu'on peut faire. On peut faire une Vénétie indépendante. Quello l'ho detto. Troppo. Alors, la deuxième conception de l'intégration économique, c'est celle qui consiste à dire qu'un système est bien intégré lorsque ses parties sont très différentes les unes des autres, mais cohérentes entre elles. C'est au fond la conception de la concurrence. Au début de l'intégration européenne, on avait bien compris que ce qu'il fallait faire, c'était supprimer les obstacles aux échanges, permettre la liberté,
créé ce qu'on a appelé le marché commun. Mais malheureusement, peu à peu, on a dévié de cette conception initiale pour aller vers l'Europe politique. Sì, l'altra idea è quella basata sulla concorrenza, cioè lasciare le realtà molto libere di decidere, in modo che si abbia un'integrazione attraverso gli scambi, attraverso le differenze, e all'inizio si era capito questo. L'Europa in qualche modo era partita in questa maniera con l'idea del mercato comune, che era appunto un modo per integrare diverse economie, laddove invece, come prima diceva, poi si è scelta soprattutto l'idea, come dire, di armonizzare, di regolare dal centro, da parte di Bruxelles. Et personnellement, je défends l'approche concurrentielle de l'Europe parce que je crois dans les vertus de la concurrence. C'est vrai entre des entreprises, quand il y a concurrence entre des entreprises, chacun essaye de faire mieux que les autres. C'est vrai également pour l'organisation sociale. Quand il y a concurrence et non pas centralisation, quand il y a concurrence, chacun essaye de faire mieux. Et c'est pourquoi l'indépendance de la Vénétie peut être quelque chose de très important à l'échelle de l'Europe et même du monde, à condition, bien sûr, que cette indépendance permette à la Vénétie de montrer qu'elle est capable de faire mieux que les autres. La concorrenza è fondamentale tra le imprese, ma è fondamentale anche tra le organizzazioni sociali. No? Se le organizzazioni sociali, cioè gli stati, le realtà istituzionali sono in concorrenza fra di loro, allora è chiaro che si hanno una serie di effetti positivi, a condizione, ha concluso, che un Veneto indipendente sia in grado di mostrare che può fare meglio, come dire, dell'Italia unita. Ogni poco. Alors, je sais bien qu'il existe de manière générale un mythe de la grande dimension. Au niveau des entreprises, bien souvent, on dit qu'il y a des économies d'échelle, et plus une entreprise est grande, plus elle est efficace. Je crois que ce n'est pas vrai. Et on voit en réalité qu'il est préférable d'avoir beaucoup de petites entreprises très dynamiques, en concurrence entre elles, plutôt que de grandes entreprises qui souvent sont des grandes bureaucraties. Parce qu'on oublie, on a une vision purement technique, et on oublie la dimension humaine des choses. Et gérer des grandes organisations, c'est difficile. Chiaramente questa idea di una visione concorrenziale si scontra col mito dell'economia di scala, no? Cioè l'idea per cui se abbiamo delle grandi organizzazioni le cose funzionano meglio, e dice no, questo non è vero, e lo vediamo nelle imprese, spesso piccole imprese sono più efficaci, più in concorrenza, cioè più dinamiche, e soprattutto dice nella grande organizzazione burocratica si perde poi la dimensione umana, che invece è fondamentale appunto anche in ambito economico. Et nous avons la même chose pour les pays. Il est préférable d'avoir beaucoup de petits pays qui sont efficaces, qui sont en concurrence les uns avec les autres, plutôt qu'un pays extrêmement centralisé, de grande dimension. Après tout, regardons les exemples. Singapour, par exemple, Hong Kong, la Suisse même, ce sont des petits pays, mais qui sont ouverts sur le monde et qui ont leurs spécificités. Donc je crois que le plaidoyer pour la diversité, c'est un plaidoyer fondamental. Et c'est un des aspects de la revendication pour l'indépendance de la Vénétie. Sì, quello che vale per le imprese vale anche per le istituzioni, no? Che se sono piccole appunto sono più dinamiche, quello che c'è sulla concorrenza, e basta guardare la realtà, no? Singapore, Hong Kong, la stessa Svizzera, così via, sono paesi molto dinamici che hanno la loro identità molto forte, ed è, come dire, una difesa della libertà alla fine, no? Perché questa pluralità permette il massimo di libertà. Permettez-moi aussi de me référer rapidement à l'histoire. J'ai lu très récemment un livre écrit par un jeune universitaire français sur la Rome antique. Et il explique que le grand succès de Rome au début de son histoire est venu du fait que Rome était fondée sur le respect des droits, la liberté individuelle. Et de ce point de vue-là, Rome a été imitée par les autres régions italiennes. Ça a été un modèle, n'est-ce pas? Et lorsque, peu à peu, l'Empire s'est constitué, qu'il a centralisé les pouvoirs, qu'il a dominé les autres régions et une partie du monde connu, eh bien, il est devenu faible. Il est devenu faible, il est devenu moins prospère, il est devenu conflictuel. Et je crois que cette leçon, nous devons la retenir. Est-ce que la Vénétie d'aujourd'hui ne pourrait pas être la Rome du début, celle qui est un exemple pour les autres?
si dice, lasciatemi tornare alla storia, ho appena finito di leggere un libro di uno storico francese a proposito di Roma, e sottolinea come all'inizio Roma fosse una civiltà basata sul diritto e divenne in questo modo anche un esempio per le altre realtà italiche, in generale per tutte le aree con cui veniva a contatto, ma poi successivamente la crescita di Roma ne ha fatto un sistema sempre più centralizzato e così via, e questo ha portato in larga misura poi alla decadenza di Roma stessa. E dice, ha concluso dicendo, e chissà che magari un Veneto indipendente non possa appunto, come fu Roma, diventare un modello per altre realtà una volta appunto che si stacchi dall'Italia e diventi un'entità autonoma. Et je crois aussi qu'il ne faut pas oublier que l'Europe du Moyen-Âge, de la Renaissance, a été un monde très diversifié, avec des principautés, des villes libres, des États très différents. Et c'est cette variété qui a fait la richesse de l'Europe, avec quelque chose quand même qui était partagé par tout le monde. Cette Europe, ça a été l'émergence du respect des droits individuels. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que la République de Venise s'est épanouie. Elle était dans un monde de liberté relative, elle était ouverte sur le monde, et c'est là que s'est développé le miracle vénitien, qui n'a pas été seulement un miracle économique, mais aussi un miracle culturel et artistique, nous le savons bien. Cosa vediamo? La grande Europa, cosa vediamo? Piccole città, principati, come dire, una realtà molto complessa, molto locale, e che appunto ha favorito il grande sviluppo dell'Europa, e appunto la stessa Venezia viene da quel mondo, no? Viene da questa varietà, da questa complessità, e tutto questo, attenzione, però ha favorito anche un progressivo rispetto, dice, dei diritti individuali, ed a partire da questo che non solo c'è un grande successo economico, ma anche appunto istituzionale, anche culturale e così via, come sappiamo bene. Par conséquent, je crois que le droit de sécession devrait être reconnu comme un droit fondamental. Mais encore faut-il se demander pourquoi être indépendant, car on peut être indépendant pour faire le meilleur ou pour faire le pire. Et donc permettez-moi juste d'énoncer quelques grands principes qui pourraient éventuellement nous guider dans cette recherche de la diversité, che è la recherche de la richesse humaine véritable. E dunque il diritto di secessione, proprio per questa valorizzazione delle piccole comunità, deve essere riconosciuto come un diritto fondamentale. Però bisogna chiedersi anche perché fare la secessione, cioè quali sono gli obiettivi. E quindi dice, adesso io voglio darvi alcune indicazioni su cosa fare, diciamo, a secessione realizzata, cioè cosa costruire dopo e per quale motivo quindi fare la secessione stessa. Alors on a par exemple souligné aujourd'hui que la région de Vénétie payait davantage en impôts qu'elle ne recevait. C'est vrai, c'est important, mais je crois qu'il faut aller au-delà et qu'il y a d'autres problèmes tout aussi importants. Tout d'abord, l'indépendance, elle permet de rapprocher le pouvoir politique du citoyen. Et ça, c'est très important. Je me souviens qu'on m'avait raconté à propos de la Suisse, qui reste malgré tout un peu un modèle de décentralisation, et précisément un modèle dans lequel le pouvoir politique est assez proche de la population. Dans un canton suisse, on avait fait un référendum pour faire, je crois, un programme de logement qui avait été accepté. Et après, on a fait un autre référendum pour financer ce programme. Et on a refusé le financement. Autrement dit, quand les gens voient concrètement ce qu'ils ont à payer pour ceux que l'État fait, eh bien, ils ont un pouvoir de décision qui est mieux éclairé. Et il y a peut-être précisément à inventer des procédures institutionnelles différentes. L'un des avantages éventuels de l'indépendance de la région de Vénétie peut être d'imaginer des procédures qui rapprochent, qui permettent aux citoyens de mieux décider en connaissance de cause à la fois des dépenses et des recettes. Uno dei vantaggi che è stato presentato più volte oggi dell'indipendenza del Veneto è certamente legato al residuo fiscale, cioè al fatto che ci sono dei soldi che spariscono. Questo è importante certamente, però dice non è probabilmente la cosa più importante. Una delle cose invece più importanti, ad esempio, è da avvicinare appunto il potere ai cittadini. Dice, se guardiamo la Svizzera, che comunque rimane un esempio di autogoverno delle comunità,
e noi troviamo delle lezioni interessanti. Ricordava come in un cantone tempo fa sia stato fatto un referendum per introdurre una certa iniziativa politica a favore delle abitazioni, e poi è stato fatto un altro referendum per finanziarle, e questa seconda volta la cosa è stata bocciata perché la gente ha visto quanto costava, no? Quindi non si è fatta alla fine evidentemente. Cosa vuol dire? Vuol dire che in una situazione di potere diffuso e locale è più facile per la gente percepire la realtà, dove invece in un sistema appunto come il nostro si sconnette, diciamo, chi paga e chi riceve. J'ai déjà exprimé mon souhait. Ça marche. J'ai déjà exprimé mon souhait que la région de Vénétie puisse être un modèle, mais pour être un bon modèle, il faudrait justement qu'elle redonne plus de pouvoir aux citoyens, qu'elle permette de restaurer la responsabilité individuelle. Alors il y a plusieurs moyens pour cela. L'un des éléments importants, je crois, c'est de mettre en cause les monopoles étatiques. Assez curieusement, il y a une législation qui est censée punir les monopoles privés, mais les vrais monopoles dangereux, ce sont les monopoles publics. Et on pourrait imaginer que les citoyens aient la possibilité de plaider devant les tribunaux pour mettre en cause les monopoles publics dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports, etc. Però in un Veneto indipendente bisogna dare più spazio, più realtà alle libertà delle persone, e per fare questo è chiaro che uno dei passaggi cruciali sarà quello di mettere in discussione tutta una serie di monopoli pubblici. Normalmente si attaccano i monopoli privati, quando invece, ha detto il professor Salem, i veri monopoli sono quelli legali, cioè sono quelli protetti dalla legge, non quelli già che si sviluppano nel mercato. E bisogna fare in modo che i cittadini possano, di fronte a un tribunale, mettere in discussione l'esistenza stessa di certi monopoli, che ha riferimento a poste, questo è il tipo. Une autre réforme évidemment importante est celle qui consiste à diminuer les réglementations, parce que les réglementations, elles limitent la responsabilité personnelle. Bien sûr, quand on est responsable, on peut faire des erreurs, mais on apprend de ces erreurs également. Et il est préférable que les citoyens soient responsables au lieu d'obéir aveuglément à ce qui est ordonné par la puissance publique. E un'altra questione importante è ridurre la regolamentazione. Quanto più cresce la regolamentazione, quanto meno c'è responsabilità individuale. È chiaro che certi comportamenti devono essere corretti, ma per fare questo è importante appunto che lo spazio, come dire, della legge sia diminuito. E poi la parte finale cos'era? Sì, esattamente, la deregolamentazione favorisce la responsabilità. Quando, come dire, tutto è definito dalla legge, noi siamo chiamati a farci carico delle cose che facciamo e a farle in un certo modo. Alors, j'ai été frappé aujourd'hui de voir que le problème fiscal tenait une place importante dans les préoccupations, et à juste titre. Permettez-moi même d'être un peu personnel, cela m'a amusé parce que ce matin on a parlé de tyrannie fiscale. Or, j'avais écrit un livre en français dans le passé qui s'appelait L'arbitraire fiscal, et la traduction en italien de ce livre c'était la tirania fiscale. J'ai beaucoup aimé ce titre, et cette année j'ai fait une nouvelle édition assez modifiée de mon ancien livre, e je l'ai appelé en français La tyrannie fiscale, j'ai imité le titre italien. Sono rimasto molto colpito dal fatto che si è molto parlato oggi della fiscalità, del peso della fiscalità sull'economia veneta, eccetera, e devo dire che io anni fa ho scritto un testo che si chiamava L'arbitraire fiscale, ma che tradotto in italiano da Liberi Libri, per chi fosse interessato a comprarla, edizione di Liberi Libri di Macerata, la traduzione italiana è La tirania fiscale, e mi ha molto colpito questa traduzione, al punto che nella nuova versione del libro, molto ampliata, dopo tanti anni, 20 anni, no? Già 20 anni o più, ho deciso di chiamarlo appunto La tirania fiscale, cioè prendendo appunto in qualche modo il titolo dell'edizione italiana. Parce que je crois effectivement que c'est malheureusement vrai que nous subissons tous la tyrannie fiscale, et à mon avis c'est une des raisons pour lesquelles on a cette situation qu'on appelle parfois l'eurosclérosis, la sclérose européenne. C'est un phénomène pas seulement français, pas seulement italien, mais qu'on retrouve dans d'autres pays d'Europe. L'excès de fiscalité tue l'innovation, tue les incitations productives. Quand le rendement de l'activité humaine est diminué de manière considérable par l'impôt, les individus sont moins incités à travailler, à épargner, à investir, à innover, etc. Et donc nos pays ne sortiront pas
de la stagnation, ils ne sortiront pas du chômage s'il n'y a pas une réforme fiscale fondamentale. Est-elle plus facile au niveau d'une région? Peut-être. Et en tout cas, je crois que c'est l'un des objectifs qu'il faudrait se donner en Vénétie, d'être un exemple du point de vue fiscal. Sì, dice che in realtà tutti in Europa siamo, come dire, colpiti, in Italia, in Francia e non solo, da questo problema del peso enorme del fisco, tant'è che si può davvero parlare di eurosclerosi, no? Sclerosi in Europa a causa di tutto questo, perché una fiscalità così alta uccide l'incentivo, no? Non c'è più possibilità di fare, produrre, eccetera, e allora è chiaro che un Veneto indipendente deve porsi l'obiettivo di avere appunto una fiscalità molto più ridotta, che quindi favorisca la capacità di fare, di lavorare della popolazione. Alors, je n'aurai évidemment pas la prétention de vous proposer la réforme fiscale idéale, je voudrais juste souligner 2 points. Je crois que la progressivité de l'impôt est quelque chose de très négatif, parce qu'elle punit bien souvent ceux qui sont les plus productifs, ceux qui font le plus d'efforts, et nous le voyons très concrètement par le fait que les plus talentueux, les jeunes les plus dynamiques partent. C'est le cas de la France, c'est le cas, paraît-il, de la Vénétie également. Et si nous voulons retenir ceux qui sont les plus talentueux au profit de tout le monde, car tout le monde en profite, il faut diminuer l'excès de fiscalité qui pèse sur certains. Sì, non voglio proporvi, come dire, una riforma fiscale ideale, però una cosa certo credo che si debba dire, e cioè che bisogna lasciare da parte la progressività dell'imposizione fiscale. Perché cosa fa un sistema fiscale progressivo? Alla fine punisce i più produttivi, e quindi alla fine punisce tutti, perché nel momento in cui i più produttivi vengono penalizzati è l'intera economia che paga le conseguenze, e la conseguenza immediata è che i più talentuosi, i più innovativi eccetera se ne vanno. Quello che succede in Francia è quello che succede a quanto pare anche in Veneto, e invece, come dire, evitare questa progressività significa creare delle condizioni che alla fine sono a vantaggio di tutti. Un autre aspect important du problème fiscal, c'est la taxation du capital. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans accumulation de capital, sans épargne. Alors je ne vais pas expliquer les choses en détail, mais je crois que trop souvent nos systèmes fiscaux punissent le fait d'épargner, de faire l'effort de ne pas consommer tout de suite pour épargner. Et sans entrer dans les détails, je tiens simplement à attirer l'attention sur la nécessité de réfléchir à cette question de la taxation du capital. Un altro punto importante è quello della tassazione dei capitali, no? Perché la formazione dei capitali è fondamentale per la crescita, è fondamentale appunto il risparmio, è fondamentale, no? Quando noi colpiamo i capitali, quando noi colpiamo il risparmio, è chiaro che l'intera economia ne risente. Troppo sovente, invece troppo spesso, si pensa di colpire il capitale, la ricchezza, e senza entrare nei dettagli è chiaro che però questo tipo di procedura è una procedura che impedisce appunto la costruzione dei capitali e quindi l'economia nel suo insieme. Et alors, je voudrais pour terminer insister sur les relations possibles de la Vénétie avec le reste du monde. Pour quelle raison? Parce que il y a bien évidemment en Europe actuellement un certain scepticisme à l'égard de la construction européenne, mais elle est souvent exprimée par ce qu'on appelle les eurosceptiques, qui sont en même temps bien souvent protectionnistes, qui désirent revenir à un État puissant mais isolé du reste du monde. Et il y a une race d'eurosceptiques qui est différente, à laquelle j'appartiens, à savoir celle qui souhaite essentiellement l'ouverture, au contraire la liberté. Et je pense que si la région de Vénétie se sépare de l'Italie et par là même, au moins provisoirement, de l'Europe, eh bien il convient, c'est fondamental qu'elle reste ouverte sur le monde. C'est la condition de la prospérité. Sì, e vorrei parlare anche delle relazioni possibili con il resto del mondo di un Veneto indipendente, perché in Europa c'è ormai, in questa coltivazione, un forte movimento euroscettico, ma spesso questi euroscettici sono protezionisti, ambiscono a uno Stato forte e tendono, come dire, a chiedere politiche di isolamento appunto delle varie realtà nazionali. Invece c'è un'altra razza di euroscettici, di cui faccio parte, dice il professor Salem,
che è euroscettica perché favorevole alla libertà, e quindi il Veneto indipendente, come dire, eventualmente, cioè fuori dall'Italia ed eventualmente anche fuori dall'Europa, dovrebbe pensarsi nell'apertura verso il mondo e non già invece nella chiusura, nella piccola realtà. Et ce faisant, d'ailleurs, disons, retrouverait sa tradition ancienne. Bien entendu, cette question pose le problème des relations avec l'Europe. On en a parlé déjà aujourd'hui. Il est évident que si la Vénétie devient un État indépendant, il y aura le problème de ses relations avec l'Union européenne. Monsieur Barroso, le président de la Commission européenne, a déclaré récemment que si l'Écosse devient indépendante, il serait difficile qu'elle entre dans l'Union européenne, et même peut-être impossible. Et je pense que si on l'interrogeait sur la Vénétie, il dirait la même chose. Mais la question que je me pose est la suivante. Est-ce que c'est très grave? Est-ce que c'est très grave? Eh bien peut-être pas. Parce que précisément, ça permettrait peut-être à la Vénétie d'échapper à toutes les contraintes qu'impose l'Union européenne et, je le répète, d'être ouverte sur le monde. Nous avons un exemple voisin qui est celui de la Suisse. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais c'est un pays prospère. C'est un pays prospère parce que, comme je le rappelais, le pouvoir politique est proche du peuple et parce que les libertés fondamentales sont respectées. J'ai déjà cité Singapour, par exemple. Mais Singapour ne fait pas partie d'une Union asiatique. Il n'y a pas besoin pour cela. Mais par contre, la Suisse ou Singapour échangent avec le monde entier. E c'est ça qui est important. Allora è chiaro che alla fine diceva nel momento in cui fosse aperta al mondo, Venezia ritroverebbe la sua tradizione, no? Di grande realtà marinara, commerciale, eccetera. Si porrebbe a questo punto naturalmente il problema del rapporto con l'Unione Europea, perché Barroso recentemente ha detto, a proposito della Scozia e poi della Catalogna, che nell'ipotesi di indipendenza di queste realtà sarebbe molto difficile o addirittura impossibile una loro partecipazione all'Unione Europea. La domanda che si pone è se è davvero grave tutto questo. La risposta è no. Perché? Perché in realtà un Veneto fuori dall'Europa sfuggirebbe ad esempio a tutti i vincoli dell'Europa e potrebbe davvero aprirsi maggiormente al mondo. Guardate il caso della Svizzera, no? La Svizzera è un paese, o di Singapore, dice, un paese prospero, è aperto al mondo perché i diritti sono rispettati, perché c'è una forte concorrenza istituzionale e quindi, come dire, anche questo argomento della possibile messa fuori dall'Europa non deve spaventare. Enfin, je voudrais dire quelques mots à propos de la gestion monétaire et plus précisément de l'euro, car bien évidemment, on l'a évoqué aussi aujourd'hui déjà, évidemment, une indépendance éventuelle de la Vénétie poserait le problème de l'euro. Alors, quelles sont les options possibles? D'abord, je voudrais dire que très souvent, on entend des gens dire il faudrait, par exemple, que la Grèce ou la France sortent de l'euro pour faire une politique monétaire indépendante. Et personnellement, je suis sceptique à cet égard. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle une politique monétaire indépendante? Bien souvent, implicitement, on pense qu'on pourrait faire de l'expansion monétaire, d'évaluer, etc. Et ça, c'est une illusion. C'est une illusion de penser qu'on peut créer la prospérité par des manipulations monétaires. En créant de la monnaie, on fait de l'inflation, on crée des distorsions dans le système économique. En dévaluant, c'est pareil. Donc, le problème, c'est pas d'avoir l'indépendance monétaire. Et actuellement, d'ailleurs, on se focalise trop sur cette question de l'euro, alors qu'on devrait se focaliser d'abord sur les problèmes de fiscalité, de réglementation que j'ai évoqués tout à l'heure. Un altro problema legato all'Europa naturalmente sarebbe quello della moneta, no? Un Veneto indipendente dovrebbe porsi il problema dell'Europa. Una delle opzioni che circolano maggiormente in tutta Europa da parte di forze politiche o culturali è quello del recupero della politica monetaria indipendente in Grecia, in Francia o altrove. Ebbene, a questo riguardo Salene è molto scettico, perché cosa è inteso spesso da chi propone questa ipotesi? L'idea di poter diventare indipendenti dal punto di vista monetario per fare un'espansione monetaria, no? Ed è un'illusione che si possa, come dire, creare ricchezza semplicemente moltiplicando la moneta, manipolando la moneta, creando inflazione. Tutto questo semplicemente distorce l'economia
e mina l'economia stessa, quindi è davvero un'illusione quella che si possa, come dire, tornare ad avere la stamperia con le lire e diventare tutti ricchi, no? E dice, alla fine ha detto che c'è troppa davvero attenzione sull'euro, sul fatto della moneta, quando invece i veri problemi strutturali sono altri. Alors, bien sûr, je ne suis pas du tout un inconditionnel de l'euro. Personnellement, je n'étais pas particulièrement favorable à l'euro. On promettait que l'Europe serait plus riche, plus prospère avec l'euro. Nous avons vu que ce n'était pas vrai. Donc, je n'ai pas défendu l'euro. Mais je pense simplement que, actuellement, maintenant qu'il existe, il n'y a pas de raison de le quitter, sauf si on pouvait faire mieux. Alors, peut-on faire mieux? Alors, on peut imaginer une monnaie vénitienne qui soit garantie en or. Mais le problème, c'est que si la garantie de convertibilité en or est donnée par une banque centrale, la banque centrale, elle peut toujours changer sa garantie, l'histoire le montre. Et les banques centrales, elles ont dévalué les monnaies nationales par rapport à l'or, alors qu'elles prétendaient être en régime d'état-or. L'état-or a bien fonctionné quand ce sont des banques privées qui donnaient des garanties de convertibilité en or contre les monnaies qu'elles émettaient, et parce que une banque privée, elle respecte son engagement, et donc cela a bien marché. Donc on pourrait évidemment être tenté de dire une région indépendante pourrait créer sa propre monnaie, une monnaie de bonne qualité, meilleure que l'euro, mais il y a ce risque précisément toujours que la tentation pour la puissance publique de faire de la création monétaire, ne serait-ce que pour financer des déficits éventuels. E un attimo solo prima di dare la parola, ci sono delle radiofrequenze che stanno disturbando la comunicazione dei microfoni. Io pregherei, siccome non è stato autorizzato nessuno a registrare questa sessione, se non Indipendenza Veneta che si sta muovendo per conto proprio, però queste radiofrequenze stanno disturbando proprio la trasmissione. Io pregherei di spegnere la registrazione chi la sta effettuando, perché non c'è l'autorizzazione da parte dell'organizzazione. Grazie, scusate, ma questo ci crea problemi di microfono. Grazie. Donc, pour en terminer avec cette question monétaire, je voudrais simplement souligner que la meilleure option pour la Vénétie serait la suivante, tout simplement de décider que les citoyens ont la liberté d'utiliser la monnaie qu'ils désirent. S'ils désirent utiliser l'euro, c'est leur problème, et il n'est pas nécessaire que formellement, institutionnellement, la Vénétie soit membre de l'eurozone pour que les Vénitiens, les habitants de la région de Vénétie utilisent l'euro. Mais ils pourraient choisir entre toutes les monnaies existantes. Et la véritable concurrence monétaire, c'est évidemment celle qui permettrait d'utiliser éventuellement des monnaies privées. Vous le savez, il y a actuellement un mouvement qui est en train de se développer avec des monnaies privées. La plus connue, c'est le Bitcoin. Alors le Bitcoin n'est pas une monnaie de très grande qualité, mais on peut espérer que dans le futur, des monnaies privées apparaissent, qu'elles soient même meilleures que l'euro, et ce qui est important, c'est tout simplement de laisser aux individus la possibilité de choisir. Alors, je ne vais pas développer davantage les projets possibles. Je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir écouté, et je souhaite vraiment que ce mouvement d'indépendance de la Vénétie puisse aboutir au succès. Non sono stato un partigiano dell'euro quando l'euro è nato, a dispetto di quello appunto che avevo detto prima, no? Contro un certo euroscetticismo. Diciamo, non lo difendevo particolarmente alla nascita, ma certo si lascia l'euro se si può fare qualcosa di meglio. Si può fare qualcosa di meglio? Beh sì, si può fare qualcosa di meglio, certamente, non c'è dubbio. E, ad esempio, una delle ipotesi potrebbe essere quella di una moneta veneta convertibile in oro, no? Convertibile in oro, con una banca centrale. Però il problema qual è? Che storicamente abbiamo visto che quando abbiamo, come dire, una moneta coperta poi è facile, come dire, per la banca centrale manipolare tutto questo. Se l'unica garanzia è quella, storicamente la cosa funzionava quando tutto il meccanismo rimane a banche private che avevano quindi, come dire, erano nella logica di mercato della concorrenza fra di loro.
Ecco, una migliore soluzione però sarebbe quella di lasciare la libertà monetaria ai cittadini, cioè far sì che tutti i cittadini possano usare la moneta che vogliono, l'euro eventualmente, se vogliono usare l'euro, non c'è bisogno di essere nell'eurozona per poter usare l'euro, c'è il caso di Montenegro ad esempio, dove l'euro viene utilizzato, ma non si tratta solo di, ma qualunque moneta potrebbe essere utilizzata di questo o quel paese, e anche evidentemente una vera libertà monetaria consiste anche nella possibilità di veder nascere delle monete private. C'è già oggi nel mondo un movimento in questo senso, il caso più conosciuto è quello di Bitcoin, che secondo il professor Salè non è una moneta di grande qualità, ma è possibile che in futuro appunto sorgano altre monete anche migliori, che sono prodotte appunto da realtà indipendenti, private, in concorrenza. In conclusione, ha detto che non è chiaramente qui per dare tutte le ricette possibili della futura economia del Veneto, ma certamente ringrazia dell'invito, dell'occasione di essere stato qui, e augura naturalmente un grande successo al progetto dell'indipendenza veneta.